Le soleil s'était à peine levé sur Ouagadougou que, déjà, des murmures parcouraient les couloirs du pouvoir. Des murmures lourds, des mots feutrés, porteurs de menaces. Ce matin-là, le capitaine Ibrahim Traoré n'avait pas dormi, pas par crainte, mais parce qu'il avait passé la nuit à réfléchir, à peser, à prévoir, à décider. Il le savait, ce jour ne serait pas comme les autres. Depuis qu'il avait relevé la tête, depuis qu'il avait expulsé les forces étrangères et renvoyé les accords qui étranglaient le Burkina Faso, une nouvelle guerre, silencieuse et sourde, s'était ouverte. Plus insidieuse que les armes, plus vicieuse que les balles, une guerre de mots, de menaces diplomatiques, d'embargos discrets et de pression financière. Et cette guerre avait un nom, la CEDEAO. Sous son apparente neutralité, la CEDEAO était devenue le bras politique de puissances extérieures, une alliance africaine dévoyée, utilisée pour ramener à la raison ceux qui osaient se détourner du chemin tracé. Et aujourd'hui, elle avait un nouvel objectif, Ibrahim Traoré. Tout avait commencé quelques semaines plus tôt, lors d'un sommet organisé à huis clos à Abuja. Officiellement, il s'agissait de favoriser la stabilité dans la sous-région. Officieusement, il fallait discuter du cas du Burkina Faso, devenu gênant. Le président burkinabé, jugé trop audacieux, trop libre, trop inspirant, devenait un symbole que certains voulaient briser avant qu'il ne devienne contagieux. Les menaces furent alors prononcées. Suspension du pays, de toutes les instances régionales, isolement diplomatique, sanctions économiques ciblées et surtout, l'ultimatum. Un ultimatum humiliant transmis par des émissaires venus de Lagos et d'Abidjan, soit le Burkina Faso réintégrait immédiatement la voie constitutionnelle, c'est-à-dire abandonner sa transition souveraine, soit il serait puni. Mais c'est là que les puissances extérieures se montrèrent. Elles étaient là, en coulisses. Washington, Paris, Bruxelles, toujours prêtes à se présenter en médiateur alors qu'elles tiraient les ficelles. La CEDEAO, docile, ne faisait que relayer une voix qui n'était pas la sienne. Et ce que l'on attendait de Traoré n'était rien d'autre qu'une reddition maquillée. Mais Ibrahim Traoré n'était pas un homme à plier. Il convoqua son conseil. Un à un, ses collaborateurs lui exposèrent les risques. Le blocage des transactions financières, le gel des avoirs, l'interdiction de voyager, le risque de voir les partenaires économiques couper les vannes. Tout cela n'était pas hypothétique. C'était une guerre déclarée, une mise à genoux organisée. Et pourtant, dans le silence pesant de la salle, sa réponse fut brève. Nous ne négocierons pas notre dignité. Ces mots résonnèrent comme une gifle. Ils mirent fin à toutes les hésitations. Ibrahim Traoré venait de tracer une ligne que nul ne pourrait franchir sans confrontation. Il refusa l'ultimatum. Il refusa la médiation. Il refusa l'idée même de discuter des principes de souveraineté. Mais c'était sans compter sur l'acharnement des puissances qui ne supportent pas la désobéissance. Très vite, des fuites organisées apparurent dans la presse. On parle d'un Traoré isolé, autoritaire, déconnecté des réalités. Des rapports confidentiels furent transmis à des médias internationaux, accusant le régime burkinabé de restreindre les libertés, de censurer les voix critiques, de basculer dans un nationalisme dangereux. Tout était fait pour ternir son image, pour le diaboliser, pour préparer les opinions à une intervention. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Le peuple burkinabé était éveillé. Et derrière leur capitaine, ils formaient un rempart. Dans les rues de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Kaya, des slogans s'élevaient « On ne cède pas ». Des affiches montraient le visage de Traoré avec des mots simples mais puissants. Nous avons choisi notre camp. La CEDEAO multiplia les déclarations. Les réunions s'enchaînaient. On parlait de sanctions graduelles, de mise sous pression. On évoquait même un scénario militaire, comme au Mali quelques mois plus tôt. Mais le Burkina Faso n'était plus seul. Car entre-temps, une alliance inattendue avait vu le jour. Une alliance née de la résistance, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et c'est là que le bras de fer allait se durcir. Mais ceci est une autre partie de l'histoire. La CEDEAO n'attendit pas longtemps pour riposter. Le refus de Traoré, net, tranchant, assumé, fit l'effet d'un tremblement de terre dans les chancelleries africaines et occidentales. Ce jeune capitaine, qu'on pensait malléable ou imprudent, venait de leur opposer une barrière qu'ils n'avaient plus l'habitude de rencontrer, la dignité. Alors, ils décidèrent de l'étrangler, non pas avec des armes, mais avec les chaînes modernes du monde globalisé. En quelques semaines, les premiers signes d'un siège invisible se mirent en place. Les comptes du Burkina Faso, à la BCEAO, furent restreints. Des fonds destinés à l'achat de médicaments restèrent de bloqués. Les virements bancaires depuis l'extérieur du pays mirent soudainement plus de temps. Les partenaires financiers suspendirent les projets en cours. La Banque mondiale annonça un gel temporaire de certains financements. L'Union européenne, dans une lettre lisse mais glaciale, s'inquiéta de la trajectoire du régime de transition. Et les médias étrangers, comme une meute obéissante, commencèrent à bâtir un nouveau récit. Celui d'un pays sur la voie de l'isolement, d'un dirigeant radicalisé.
Mais rien ne semblait ébranler Ibrahim Traoré. Son visage, calme mais déterminé, apparaissait régulièrement devant la nation. Il parlait au peuple sans détour. Il dénonçait les combines. Il expliquait chaque attaque. Il montrait, preuves à l'appui, comment les sanctions étaient orchestrées non pas contre un régime, mais contre un peuple tout entier. Il disait « Ils veulent nous affamer pour que nous rentrions dans leur rang. Mais nous avons compris. Nous avons décidé de ne plus vivre à genoux. » Dans les rues, les files d'attente aux stations s'allongeaient, les prix des denrées grimpaient, mais la résistance grandissait avec la souffrance. Car ici, le peuple savait pourquoi il luttait. Ce n'était pas pour un homme, c'était pour leur droit d'exister, de choisir, de respirer librement. Pendant ce temps, les pressions montaient à l'international. À New York, des diplomates africains, sous la pression de leurs bailleurs, proposèrent des résolutions. À Paris, on évoqua la nécessité de protéger les populations burkinabées contre elles-mêmes. À Abuja, les chefs d'État de la CEDEAO, fébriles, commencèrent à parler d'interventions militaires ciblées. Une date circula en secret, le 25 novembre. À cette date, si Traoré ne revenait pas à la raison, une opération conjointe serait lancée. Mais Traoré n'était pas isolé. Depuis le Mali, le colonel Assimi Goïta avait fait parvenir un message direct. « Frère, tiens bon, le Sahel est debout. » Depuis le Niger, le général Tiani, récemment arrivé au pouvoir, affirmait « Nous serons avec vous jusqu'au bout. » Alors, à Ouagadougou, le siège se transforma en bastion. Le Burkina Faso se prépara. Des milliers de jeunes s'engagèrent dans la défense territoriale. Les réserves furent réorganisées. Les axes stratégiques se fortifiaient. Et au cœur de la capitale, dans les camps, un mot résonnait comme une prière, résistance. Mais l'ennemi ne comptait pas reculer. Au contraire, il resserrait ses filets. Des agents doubles furent infiltrés. Des chefs traditionnels furent achetés. Des campagnes de désinformation furent lancées sur les réseaux. Des rumeurs noires circulaient. Le pays va s'effondrer, la famine arrive, Traoré est un aventurier fou. On tenta de miner le moral, d'effriter la foi, de casser l'élan. Mais le capitaine tenait bon. Il ne vacillait pas. Il savait que cette guerre n'était pas seulement celle du Burkina. C'était celle de tout un continent enchaîné. Un combat pour briser une spirale vieille de 60 ans. Il le savait, il le répétait, ce combat n'est pas seulement politique, il est historique. Et dans l'histoire, ceux qui tiennent jusqu'au bout deviennent des symboles, pas des prisonniers. Et dans le silence nerveux des chancelleries, un frisson commença à naître. Et si Traoré ne tombait pas? Et s'il tenait bon? Et s'il rallumait un feu qu'il croyait éteint? Le 25 novembre approchait. Et tous les regards du continent, même les plus secrets, se tournaient vers Ouagadougou, vers ce jeune capitaine qui refusait de plier. Le 25 novembre approchait et le silence devenait pesant dans les sphères diplomatiques africaines. Tout semblait prêt pour que le chaos éclate. Les armes dormaient dans les hangars de la CEDEAO, les pilotes étaient en alerte, les plans de déstabilisation affûtés, les médias chauffés à blanc. On n'attendait plus qu'un prétexte, un faux pas, un geste de trop. Mais Ibrahim Traoré ne leur offrit rien, pas un mot déplacé, pas une réaction impulsive, pas une provocation. Il avait compris. Le piège n'était pas militaire, il était mental. On voulait l'obliger à réagir, à précipiter l'histoire pour mieux la briser. Mais lui, patient, presque stoïque, observait. Il connaissait la nature de ses ennemis. Il avait lu Sankara, Nkrumah, Lumumba, il avait médité sur les erreurs du passé. Il savait que cette guerre-là ne se gagnait ni par la brutalité, ni par la colère. Elle se gagnait par la sagesse. Alors, il fit ce qu'aucun d'eux n'avait prévu. Il ouvrit les portes, il invita. Dans un geste que d'aucuns qualifièrent d'insolent, à Abuja et à Paris, il convoqua à Ouagadougou une grande conférence des peuples du Sahel. Pas des présidents, pas des ministres, des peuples, des chefs coutumiers, des jeunes leaders, des intellectuels, des femmes résistantes, des militaires patriotes, des journalistes intègres, tous ceux que l'ordre ancien avait volontairement écartés des prises de décision. Le 22 novembre, sous un ciel lourd mais digne, plus de 2000 représentants venus du Mali, du Niger, du Tchad, de la Guinée, de la Centrafrique et même du Sénégal et du Congo débarquèrent dans la capitale burkinabé. Et là, devant le monde entier, Ibrahim Traoré prit la parole. Pas pour dénoncer, pas pour accuser, mais pour proposer. Il exposa, avec une clarté redoutable, les mécanismes du chantage économique. Il montra, documents à l'appui, comment les sanctions n'étaient pas des instruments de paix, mais des outils de domination. Il parle de l'AES comme d'un espace de refondation et non d'exclusion. Il ouvrit les pages d'un nouveau livre, celui d'une souveraineté concertée, d'une monnaie propre, d'une armée intégrée, d'un marché africain délié des dictats extérieurs. Puis il conclut. Ils nous ont acculés, mais nous avons répondu par la raison. Ils nous ont menacés, mais nous avons répondu par la sagesse. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la justice. Et cela, rien ni personne ne pourra nous l'arracher. Le discours fut diffusé en direct.
Partout sur les téléphones, dans les villages, dans les rues d'Abidjan, de Dakar, de Cotonou, on l'écouta, on comprit, et une onde de choc gagna tout le continent. À l'Union africaine, le silence se mua en gêne. À la CEDEAO, des fissures apparurent. Le président bissau-guinéen refusa de signer une motion belliqueuse. Le Cap-Vert rappela son ambassadeur. Même au Nigeria, au cœur du bastion de l'intervention prévue, une pluie de protestations populaires éclata. Le 24 novembre, à la dernière minute, l'opération conjointe fut discrètement annulée. Le 25 novembre, au lieu des bombes, ce furent les tambours de la conférence qui résonnèrent dans Ouagadougou. Traoré venait de désarmer une machine de guerre avec des mots. Il n'avait tiré aucune balle, mais il avait gagné une bataille bien plus difficile, celle de la légitimité morale. Et dans les couloirs de l'Élysée, certains commencèrent à murmurer « Ce garçon n'est pas un simple capitaine, c'est un stratège, un chef, un symbole ». Il y eut, après le 25 novembre, un silence étrange. Un silence que l'on connaît bien dans l'histoire, celui qui suit les grandes défaites de l'arrogance, celui qui précède la reconnaissance forcée d'un changement irréversible. Car dans les jours qui suivirent, quelque chose s'était fissuré. Non pas au Burkina Faso seulement, mais dans l'ensemble de cette architecture néocoloniale que l'on croyait éternelle. Ce n'était pas une révolution de palais, ce n'était pas une mutinerie, c'était bien plus profond. C'était une reprogrammation de la conscience africaine. Ibrahim Traoré, à seulement 35 ans, avait tenu tête à l'Empire, et il n'avait pas flanché. Il n'avait ni cédé aux menaces, ni répondu à la violence par la violence. Il avait tenu, comme un chêne debout, au milieu de la tempête. Et le vent était passé. Alors, le monde fut obligé de revoir sa copie. À la CEDEAO, les dissensions éclatèrent au grand jour. Le président bissau-guinéen organisa une rencontre parallèle avec le Mali, le Niger et le Burkina. Le Togo fit savoir qu'il ne participerait plus à aucun processus coercitif. Même le Sénégal, pourtant pilier de l'ordre ancien, vit naître en son sein un nouveau vent de révolte populaire. Des jeunes, des anciens, des artistes, des paysans prirent la parole pour dire « Pourquoi punir ceux qui se libèrent ?» Et l'Occident, lui aussi, dut reculer. À Paris, on suspendit toute initiative militaire contre le Sahel. Washington envoya discrètement une délégation diplomatique pour dialoguer. À Bruxelles, on parla soudain de respect des souverainetés. La peur avait changé de camp, mais Traoré ne s'arrêta pas là. Il transforma l'élan en structure. Sous son impulsion, l'Alliance des États du Sahel devint une force concrète. Création d'une monnaie commune, lancement d'un programme agricole partagé, mutualisation des ressources minières, renforcement des bases de défense territoriale et surtout, un serment solennel. Plus jamais un soldat du Sahel ne lèverait son arme contre un frère africain pour servir des intérêts étrangers. Le peuple burkinabé, quant à lui, célébra, pas dans l'orgueil, pas dans le triomphalisme, mais dans la dignité. Dans les villages, on grava le nom d'Ibrahim Traoré sur des pierres blanches. Dans les écoles, on enseigna sa patience. Dans les marchés, on cita sa sagesse. Et dans les foyers, les anciens racontèrent à leurs petits-enfants comment un jeune capitaine avait tenu bon, sans haine, sans peur et sans trahison. Un jour, un vieil homme dit ceci devant une foule rassemblée à Ouagadougou. Ils avaient des avions, ils avaient des banques, ils avaient des traités. Mais lui, il avait un peuple. Et cela, aucun empire ne peut le vaincre. Et ce fut ainsi que naquit, non pas un simple chef d'État, mais une figure, une légende, un repère. Ibrahim Traoré, l'homme qui avait regardé les puissances dans les yeux et qui leur avait dit, calmement, « Nous ne plierons plus ». Et il ne plia jamais.